Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Début aujourd'hui de l'incorporation de la prochaine promotion des appelés des deux sexes au service militaire au titre de l'année en cours sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Les précisions dès le début de ce journal. Ce 16 mai marque le 66e anniversaire de la DGSN, un rendez-vous renouvelé pour permettre d'évoquer les sacrifices généreusement consentis par la première génération de policiers qui ont contribué à l'édification et au développement de ce corps national. Garantir une école de qualité pour tous, c'est l'immense défi que veut relever le ministère de tutelle. La refonte de l'enseignement public commence à creuser. Elle est désormais au cœur d'une feuille de route quinquennale. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui même à Essaouira. Nous y suivrons un reportage. Bonsoir. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, instructions relatives à la prise des mesures nécessaires à l'incorporation de la prochaine promotion des appelés des deux sexes au service militaire au titre de l'année en cours. L'opération de sélection et d'incorporation des appelés a débuté ce lundi 16 mai. Je regarde tout de suite pour les détails. Voici l'un des centres de sélection et d'incorporation où arrivent des appelés. Tôt le matin, nous sommes ici à Temara. Les jeunes concernés se sont déplacés depuis leur lieu de résidence jusqu'au centre de sélection et d'incorporation en utilisant les bons de transport gratuits joints aux ordres d'appel. Première étape, l'enregistrement des candidats qui sont munis de l'ordre d'appel, de la carte nationale d'identité électronique, d'un extrait de l'acte de naissance, d'un certificat de scolarité et d'une copie du diplôme obtenu. Ensuite, place au contrôle des objets personnels. Immédiatement après avoir rejoint les centres de sélection et d'incorporation, les jeunes appelés sont soumis à des tests d'aptitude physique. Nous nous trouvons ici au sein de l'atelier médical. Cet atelier est composé de 2 cellules. La première est chargée du contrôle de l'hypertension, de la taille, du poids, de l'acuité visuelle. Quant à la deuxième cellule, elle se charge de l'examen médical qui permet de décider de l'aptitude ou non de l'appelé. Les appelés ayant été reconnus aptes au service militaire sont ensuite orientés directement vers les centres de formation. C'est donc aujourd'hui qu'a démarré cette nouvelle opération. Le nombre de jeunes ayant achevé les procédures de recensement relatives au service militaire au titre de cette année 2022 s'est établi à plus de 178 000. Pour ce qui est du nombre de jeunes de sexe féminin qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire, il a atteint 29 013, soit plus de 16% de l'ensemble des jeunes recensés. La famille de la Sûreté nationale célèbre aujourd'hui le 66e anniversaire de sa création, l'occasion de rendre hommage aux éléments de ce corps qui ne cesse de faire preuve au quotidien d'un sens élevé d'engagement et d'un esprit de sacrifice. Le 16 mai est une fête annuelle permettant d'évoquer les sacrifices généreusement consentis par la première génération de policiers et de policières qui ont participé à l'édification et au développement de ce corps national. Le 16 mai offre également une occasion périodique pour célébrer les réalisations accomplies en matière de sécurité et prospecter les projets convenus au service de la sécurité de la patrie et des citoyens. Service de la patrie et des citoyens. Oumé Marabli. Ils se tiennent droits et fiers. Ces hommes font partie de la première promotion des policiers du royaume. Une des premières institutions du Maroc indépendant, elle voit le jour en 16 mai 1956. Depuis, que de chemins parcourus, des réalisations accomplies et des acquis majeurs. Des frontliners aguerris avec un haut sens du devoir et de bravoure. En temps de pandémie, ils redoublent d'efforts pour veiller à la sûreté des citoyens et au strict respect des mesures de l'état d'urgence sanitaire. Un plan d'action intégré est mis au point pour appliquer les mesures de confinement, de lutte contre la criminalité
et de renforcement du sentiment de sécurité ainsi que de lutte contre les fake news. D'ailleurs, la police intègre même les réseaux sociaux. Une avancée considérable au plus près des citoyens. Elle y consolide son activité pour renforcer l'interaction avec les citoyens. Citoyens qu'elle met au cœur de ses préoccupations. Elle veille au grain, à l'affût du moindre danger. La brigade de lutte contre le terrorisme est aussi un élément clé de ses services. Au fil des années, elle a réussi à occuper une place de choix dans ce domaine. Et pour en arriver là, l'institution met au cœur de ses préoccupations le capital humain. Une réforme profonde et globale qui s'est étendue à tous les parcours professionnels des éléments de sûreté. Bonne gouvernance, renforcement des compétences et des ressources humaines et consolidation de la présence féminine. Une nouvelle stratégie qui va de pair avec l'inauguration de projets sécuritaires d'envergure. Nouveau laboratoire national de la police scientifique et technique, nouveau siège de la brigade nationale de la police judiciaire et un club équestre, mais aussi de nouveaux districts de police. Des bâtiments flambant neufs avec un matériel NEC plus ultra qui ouvre leurs portes à Marrakech, à Al-Hoceima et à Qal'at Sraghna en ce 66e anniversaire. Au fil des temps et des épreuves, les éléments de la Direction générale de la Sûreté nationale ont toujours fait montre de bravoure, de sens élevé du devoir, au service des intérêts suprêmes de la patrie. La DGSN s'est aussi récemment distinguée avec le lancement du service d'identification et d'authentification des usagers des services numériques. L'enjeu est de créer un climat de confiance entre les différents fournisseurs de services publics et privés qui ont intégré le plan Maroc numérique et le citoyen qui va bénéficier, d'où l'identité numérique fournie par la DGSN à tout citoyen porteur d'une carte nationale d'identité numérique. Les précisions tout de suite en compagnie de Salwa Jmilène, commissaire divisionnaire, et Salwa Jmilène, chef du service de coordination et de suivi des projets informatiques à la DGSN. Cette identité a la même valeur que l'identité nationale. La nouveauté, c'est qu'on peut l'utiliser pour prouver son identité sur Internet de façon sécurisée. Donc l'identité numérique est portée par trois outils informatiques qui ont été développés par la Direction générale de la Sûreté nationale. Donc le premier, c'est l'application mobile Houiyati Raqmiya, que le citoyen peut d'ores et déjà télécharger sur son téléphone mobile. Donc cette application sécurisée permet aux citoyens de lire sa carte d'identité en toute confiance et utiliser les facteurs d'authentification tels que le code PIN pour accéder aux services à distance. Donc c'est une application qui permet aux citoyens d'interagir de façon électronique avec les demandes d'authentification que les fournisseurs services sollicitent pour des services à distance. Donc le deuxième outil qui a été lancé par la Direction générale de la Sûreté nationale, c'est une plateforme technique qui joue le rôle d'intermédiaire et qui orchestre cet échange entre les deux parties. D'un côté, le citoyen utilisateur de l'application mobile et d'un autre côté, l'organisme fournisseur de services. Troisièmement, donc parallèlement à l'application Houiyati Raqmiya et la plateforme de tiers de confiance nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale a lancé un portail propre aux citoyens, identité-numérique.ema, partant du principe de la transparence et de la confiance. À partir de ce portail, le citoyen peut gérer son identité numérique, par exemple activer certains facteurs d'authentification. Il peut également suivre l'ensemble des transactions d'authentification qu'il a pu effectuer sur Internet. Comment garantir une école de qualité pour tous? Le défi est de taille et l'exécutif est bien parti pour le relever. La refonte de l'enseignement public, un projet au cœur d'une feuille de route quinquennale. L'objectif est de mettre en place des établissements scolaires modernisés et épanouissantes pour les élèves, épanouissants plutôt puisqu'on parle d'établissements. C'est justement donc donner le coup d'envoi de cette réforme ambitieuse qu'une concertation nationale a pris place à partir d'aujourd'hui à travers le Royaume. L'action qui va durer un mois, a déjà commencé dans la province d'Essaouira aujourd'hui même. Plus précision dans ce reportage d'Amina Allam, Mouatassim Bilal Bouazaoui et Mérim Messi. C'est une journée d'école pas comme les autres pour ces lycéens.
Tout niveau confondu, les élèves ont la parole. Réunis dans des focus group et des design fiction, ils imaginent, débattent et enfin mettent des mots sur ce que serait pour eux l'école idéale. J'aspire à une école moderne et intelligente, une école où je pourrais participer à des ateliers interactifs plutôt que d'être un simple récepteur aux cours traditionnels. Un système d'examen allégé avec davantage de séances de rattrapage et de soutien et une offre riche en activités parascolaires. Nous essayons de solliciter la créativité des élèves et les aider à convertir leurs idées en des écrits, à les reproduire sur des toiles ou à les interpréter dans des jeux de rôle. Nous récoltons leurs propositions, chacune d'elles sera soumise au ministère de tutelle. Une démarche participative élargie à l'échelle de la province. Dans cet autre lycée rural d'Essaouira, la concertation implique toutes les parties prenantes. Les enseignants recueillent avec intérêt les avis des écoliers. Chaque élève ici a sa propre vision de l'école de demain. Parmi les ingrédients clés, je dirais la modernisation des modalités d'apprentissage, de manière à redonner envie aux apprenants de se surpasser et faire de la salle de classe un vrai espace d'émancipation. Nous avons organisé une série de focus group et de design fiction. L'idée est de générer le débat, susciter des réactions pour toucher du doigt de nouvelles expériences scolaires que nous pourrions mettre en place. À Essaouira, ces sessions de design fiction couvrent actuellement 15 établissements scolaires. Le plus important, ce sont les focus group qui se tiennent dans 7 collèges et lycées avant de s'élargir sur 16 écoles primaires. L'élève qui va avancer, puis il va rencontrer son ami. Plus moderne, plus motivante et plus égalitaire. Voici entre autres les priorités définies pour cette réforme. Elle entend d'ici 2026 réduire d'un tiers le taux d'abandon scolaire et porter à 70% le taux d'élèves maîtrisant les compétences fondamentales. Le projet de consultation nationale est très ambitieux. Après Essaouira, des centaines de focus group vont entrer en action dans toutes les provinces du royaume. Une approche participative qui couvre élèves, parents d'élèves, équipes pédagogiques, directeurs et cadres d'établissement et en plus une plateforme digitale multilingue qui est mise à la disposition des citoyens pour recueillir leurs avis. Sur quel sujet et sur quel thème justement porte cette consultation ? Pour en parler, notamment, nous sommes en direct depuis Essaouira avec le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation pour la région Marrakech-Safi. Monsieur Ahmed Karimi, bonsoir. Pour la première fois, nous le disions, les élèves et leurs parents seront largement écoutés et amenés à donner même leur point de vue autour d'une nouvelle école, les synonymes de qualité pour tous. Quelle première évaluation faites-vous de cette première journée de consultation, Monsieur Karimi ? Bonsoir, je crois que le reportage a tout résumé. La dynamique a été observée au terrain et nous y sommes. Effectivement, confirme que les concertations nationales pour une école de qualité pour tous sont très bien parties. Comme vous l'avez constaté, ça a été très bien dit. On a lancé les opérations de consultation, concertation avec les cibles de premier niveau, à savoir les élèves, les enseignants, les parents d'élèves. Bien entendu, cela a été réalisé moyennant des pratiques novatrices. On n'est pas sur le classique, on est sur des démarches de prospection de qualité et d'échange entre les différents participants, entre élèves, entre enseignants, entre parents. Et on était sur un sujet direct, l'école rêvée de tous. Et on a travaillé sur les aspects fondamentaux, tout ce qui se rapporte aux garanties d'un parcours scolaire des élèves rassurant, offrant à chaque élève les pistes souhaitées. On est aussi sur la quête des fondamentaux
de l'amélioration des niveaux d'apprentissage. Et vous l'avez remarqué, il y avait pas mal de pistes qui étaient proposées, formulées par l'ensemble des cibles qui ont été regroupées aujourd'hui, qui ont débattu ces questions. Également, on est sur des éléments couvrant tout l'espace scolaire, notamment l'école, comment elle devrait être, quelle est l'école de demain, quelle est l'école, quelle est la représentation qu'on en se fait, quelle est la perception qu'on se fait de cette école en dehors du cadre. Comment on l'imagine et comment on la veut. Comment on l'imagine et comment on la veut. Monsieur Karimi, combien va durer cette consultation? Effectivement. Et comment vont se concrétiser toutes ces étapes? Je voudrais tout d'abord vous informer le public qu'il y a une dynamique tellement forte des intervenants, enseignants, directeurs, et un ensemble d'intervenants mobilisés pour réaliser ces concertations. Il y a une démarche scientifique bien organisée, et donc c'est très bien parti à travers des formations, des préparations, de la logistique, et bien entendu on va y aller pour 1 mois et demi, mais avec une cadence tellement forte, diversifiée de tous les canaux, toutes les modalités, etc. Et Inch'Allah, vers la fin du mois de juin, on va voir l'aboutissement de tout ce travail, le long et le large. Justement, de tout le pour pays. y parvenir avec cette cadence soulevée que vous venez de décrire, quels sont les principaux piliers cette fois-ci de cette feuille de route qui devrait être finalisée à l'issue donc de cette consultation? Les piliers, les fondamentaux. Oui. En principe, l'objectif et la finalité de tout ça, c'est de pouvoir servir l'élève pour avoir une éducation de qualité, pour répondre à ses souhaits, ses attentes, pour avoir un élève dans une école moderne, un élève épanoui, un élève pour lequel il faut garantir un avenir académique et de formation, mais aussi une adéquation de sa formation avec le monde de l'emploi. Bien entendu, donc on travaille sur tout ce qui est obligation de scolarité, tout ce qui est parcours scolaire, tout ce qui est épanouissement, activité parascolaire, et donc on est sur les programmes pédagogiques, on est sur le soutien scolaire, on est sur la didactique, on est sur les aspects soulevés par les participants dans les débats que vous avez et que vos équipes ont suivis dans les ateliers design fiction, focus group, etc. Et ça continue avec d'autres modalités, d'autres instruments pour, comme j'ai dit, prospecter davantage, mais dans des dimensions de qualité. Merci beaucoup, Monsieur Kalimé, en direct pour cet éclairage en direct donc d'Essaouira. Il est temps de retrouver Boubkar Ben Ghabret pour la chronique sportive du lundi. Bonsoir Boubkar. Bonsoir Nisserine. Alors du sport pour commencer, du foot foot national avec la Coupe du Trône et la consécration des phares. Effectivement, on commence par la Coupe du Trône et de 12 pour les phares. Ils viennent de décrocher donc leur 12e trophée à la faveur des buts signés Montero Borges à la 55e minute, Adam Nafati à la 65e et Adil Hamimi à la 90e. Dès le début de la rencontre, l'attaquant du Maghreb de Tétouan, Hamza Nouri, a été expulsé par l'arbitre de la rencontre, Bouchra Kerboubi, après recours à la VAR pour une faute sur le portier militaire Ayoub El Gard. Les militaires qui occupent actuellement la 3e place de la Botola Pro 1 sont en course d'ailleurs pour au moins une place qualificative à la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais une chose à préciser, l'arbitre Bouchra Kerboubi est la première femme marocaine à officier une finale de Coupe du Trône de football. Et on passe tout de suite au tennis avec le Grand Prix, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem. Effectivement, le coup d'envoi a été donné d'ailleurs ce week-end, samedi plus précisément. Organisé jusqu'à samedi prochain sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette édition est marquée par une présence distinguée des meilleures raquettes au niveau mondial. Elle accueille 60 joueuses représentant 20 pays, dont 30 classées dans le top 100 mondial. On voit tout cela avec Dominique Orlando.
C'est déjà la 20e édition du tournoi de tennis en Altesse Royale la princesse Lalla Merriam. Lancé en 2001, il compte à son palmarès des noms prestigieux tels que Kiki Bertens ou Francesca Schiavone, Elina Svitolina, Anastasia Pavlyuchenkova ou bien Maria Sakkari. La Grecque qui fut vainqueur de l'édition en 2019 et qui fait aujourd'hui partie des 10 meilleures joueuses au classement de la WTA. Cette édition 2022 est en quelque sorte l'édition du renouveau. On est assez fiers parce qu'on a un petit peu de tout. On a bien sûr la championne espagnole Garbine Muguruza qui est numéro 10 mondial, qui est vraiment la star du tableau. Il y a aussi la numéro 2 du tableau qui est Ayla Tomljajovic d'Australie qui était en 2018 en finale. Et puis on a surtout la surprise croate qui est la numéro 1 mondiale junior, qui a bénéficié d'une invitation par l'organisation, par la Fédération royale marocaine de tennis. On a 4 joueuses françaises dans le tableau final, donc l'équipe France est très bien représentée et on a des joueuses très connues sur le circuit, sur la terre battue, les joueuses espagnoles. Donc c'est vrai, on est assez gâtés sur la variété du tableau cette année. Quelles seront donc les 2 joueuses qui remporteront leurs 4 premiers matchs pour accéder à la finale de samedi? Les pronostics sont ouverts sur une surface aussi exigeante que la terre battue. Sport national toujours, cette fois-ci avec du karaté. Effectivement, une fin de semaine très riche en événements sportifs. On passe donc du tennis au karaté et la Coupe internationale Mohamed VI organisée à Rabat. Eh bien, de l'or remporté par le Marocain Abdelali Gina en comité, moins de 60 kilos. Gina est monté sur la plus haute marche du podium en battant en finale l'Égyptien Mohamed Salah Mohamed. Autre médaille de bronze également décrochée par Nabil Chejei. Il a décroché cette médaille dans la catégorie des moins 84 kilos, des 84 kilos, pardon. Et puis chez les dames, à retenir également l'argent décroché par Nisrine Brouk dans la catégorie moins 68 kilos. La Marocaine Fatem Zahra Chejei a remporté la médaille de bronze dans la catégorie 61 kilos. Chejei a battu le match pour la 3e place l'Équatorienne Jacqueline Facto. Et puis, c'est une très belle moisson de médailles dans cette Coupe Mohamed VI de karaté. Félicitations à nos champions. Maintenant, quelques petites brèves football. Très rapidement, on va très rapidement rappeler la qualification pour la finale du WAC et la qualification également hier de la Renaissance sportive de Berkane pour la finale de la CAF. Nous y reviendrons bien entendu en détail. Juste rappeler que le WAC jouera à Casablanca le 30 mai. Et puis Berkane, c'est vendredi. Ça sera au Nigeria pour affronter l'équipe des Pyramides d'Afrique du Sud. Bonne chance à nos 2 équipes qui représentent le Maroc dans ces compétitions continentales quand même prestigieuses. On passe au marathon cette fois-ci qui reprend à Marrakech après 2 ans d'arrêt en raison du Covid, on l'imagine bien. Eh bien, effectivement, une 32e édition remportée par l'Éthiopien Bon Sabida et la Marocaine Fatem Zahra chez les dames. Ils ont remporté donc l'édition de cette année. Bon Sabida a parcouru l'épreuve en 2h 9 minutes 34 secondes, suivi du Marocain Samir Jouher, 2h 9 minutes 36 secondes, et l'Éthiopien Ndesho Negese Choumi, 2h 9 minutes 48 secondes. Et puis chez les dames, vous allez le voir sur votre écran, Fatem Zahra Gerdedi a remporté le titre de cette édition en parcourant l'épreuve en 2h 24 minutes et 59 secondes. Oui, mesdames et messieurs, vous avez parfaitement raison de prendre, oui, c'est la 32e édition du marathon international. Et un mot d'escrime pour finir. Effectivement, on va parler escrime pour terminer et annoncer que le Marocain Houssem El-Kourd a remporté la médaille d'argent. Écoutez bien, de la catégorie épée de la Coupe du Monde Senior d'escrime qui s'est déroulée en Allemagne. Rappelons qu'il est notamment médaillé d'or en individuel et par équipe au championnat d'Afrique 2019 à Bamako et 2018 à Tunis et également aux Jeux africains 2019 à Rabat. Bravo à notre escrimeur. Merci Boubacar pour cette chronique et puis à vendredi. À vendredi, nous parlerons, je le disais, beaucoup plus de football et des coupes africaines. Avec le Wydad et la Renaissance de Berkane, effectivement. C'est donc la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.